Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Aujourd'hui, nous allons parler des essais de Montaigne, une œuvre majeure de notre patrimoine littéraire, 450 ans après le début de sa rédaction, dans une tour du Périgord, en pleine guerre de religion. Ce texte continue de parler aux lecteurs que nous sommes. Certains y puisent matière à penser, d'autres se délectent d'une langue savoureuse, d'autres encore font de ce livre un compagnon de vie. C'est le cas d'Alain Legros. Bonjour. Bonjour. Alain Legros, vous êtes chercheur associé au Centre d'études supérieures de la Renaissance à Tours. Vous travaillez sur Montaigne depuis une trentaine d'années et vous avez toujours continué à enseigner, c'était un choix. Et vous venez de publier un ouvrage original sur l'auteur de votre cœur, Montaigne en 80 jours. C'est aux éditions Albin Michel, un livre à la fois intime et érudit. Pour commencer, quelle fut votre première expérience de lecteur de Montaigne ? 15 ans, un livre qui appartenait à mon frère, qui avait quelques livres. Dans ma famille, il n'y en avait pas trop, mais lui en avait. Et voilà, et ça se trouvait un moment difficile de ma vie. Ma mère était en train de mourir, voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, je ne sais pas s'il y a un rapport de cause à effet, je ne sais pas. Je pense qu'aux questions que vous risquez de me poser sur mon rapport personnel à Montaigne, ce qu'il m'a apporté, etc., je ne sais pas encore tout à fait bien. Je ne sais même pas ce qu'il a pu m'apporter. Je sais seulement qu'il m'a fait du bien, en particulier à ce moment-là, que j'avais besoin de... Je vais prendre un vieux mot. Je faisais une sorte de recherche de sagesse, si vous voulez. Je traduisais Sénèque aussi, mais j'étais au lycée, donc des petites versions, mais enfin des choses qui m'avaient intéressé. Montaigne est un grand lecteur de Sénèque, Plutarque je ne connaissais pas. C'est un grand lecteur de Plutarque aussi, mais je ne connaissais pas. Et je suis passé de là à l'Ecclésiaste, qu'il cite beaucoup, et de là la Bible dans son ensemble. Voilà. Il vous a ouvert des portes vers d'autres auteurs. Oui, j'ai continué ma lecture en lisant d'autres. Et par la suite, j'ai laissé tout à fait, on va dire, et la Bible et le XVIe siècle, jusqu'à un âge déjà avancé où j'ai voulu reprendre... Non, j'ai voulu faire une maîtrise sur Montaigne. J'ai trouvé personne là où j'étais pour la faire. Et puis, donc, voilà, j'ai laissé tomber pendant plusieurs années, même beaucoup d'années. Bon, l'enseignement, la vie... tout simplement. Et puis j'ai rencontré quelqu'un au centre de la Renaissance qui s'apprêtait, et qui est mort depuis, mais qui s'apprêtait à publier une nouvelle édition de Montaigne à la Pléiade. Nous avons sympathisé. Il m'a dit, mais pourquoi vous ne faites pas une thèse ? Je dis, je n'ai jamais pensé faire une thèse. Et donc... c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, d'une certaine façon. Il m'a dit, pourquoi vous ne feriez pas cette thèse avec moi ? Et pourquoi pas, je ne connaissais pas, on n'avait pas c'est la première fois qu'on parlait, pourquoi pas Montaigne théologien ? Alors Montaigne théologien, ça m'intéressait d'autant plus, d'après ce que je vous ai dit avant, que je voulais un peu savoir pourquoi j'étais passé de Montaigne à la Bible. En général, Montaigne éloigne les gens la lecture que font les gens de Montaigne, plus exactement, les éloigne de cela. Et donc, il est même très malvenu de parler de Montaigne comme étant théologien. Effectivement, Montaigne théologien sans point d'interrogation, ça aurait été une erreur. J'ai fait cette thèse, donc, je l'ai menée pratiquement jusqu'au bout, et puis là, évidemment, je passerai sous silence des petits événements de ma vie qui n'ont pas été très agréables, c'est le moins qu'on puisse dire, et cette thèse, je l'ai laissée, voilà. Je l'ai laissée, je me suis demandé ce que j'allais faire, mais j'enseignais toujours, en lycée. Et donc, je suis passé chez Montaigne, dans le Périgord, au château de Montaigne, la tour et j'ai regardé les inscriptions, qui ont été repeintes, pratiquement toutes, repeintes. Et je me suis dit, j'ai regardé, j'ai vu qu'elles étaient dans deux travées. Les inscriptions sont orientées dans un sens, on va dire vers le sud, mais c'est pas le sud, et troisième travée vers le nord. Au bout de chaque travée, la dernière des inscriptions est en sens inverse des autres inscriptions de la travée. Voilà quelque chose qui ne ressemble pas à des stations, mais
qui mime en tout cas une circulation. Et je me suis dit, mais ça ressemble à ce que Montaigne dit quand il décrit sa librairie, sa bibliothèque. Il dit « Je dicte en me promenant mes songes que voici. Je dicte en me promenant. » Voilà. Alors j'ai vu ce que ça pouvait être que dicter à l'époque. Ça peut signifier aussi ce que ça signifie encore aujourd'hui. Son père dictait à quelqu'un, etc., etc. Et donc je me suis dit bon, ça pourrait faire un article quand même. Et puis l'article a grossi parce que je me suis posé des questions. Est-ce qu'elles étaient là de son temps, ces inscriptions? Et celles qui sont en dessous, parce qu'on voit bien qu'il y a des restes de peinture qui n'ont pas été retouchés, des lettres anciennes, un oméga qui est superbe, en 3 corps. Et je me dis, ça mériterait... Alors j'ai pris des photos, évidemment, et j'ai travaillé là-dessus, puis j'ai cherché... finalement, j'ai découvert une douzaine qui n'avaient pas été identifiées. Et alors je me suis pris... j'ai pris goût à ce travail qui m'a... je vais le dire comme ça, qui m'a sorti de la peine de cœur où j'étais. Voilà, pour tout dire. Et j'y suis resté. Je ne sais pas si j'ai bien fait ou mal fait, mais je sais que j'y suis resté de façon très, très tenace, obstinée même. Voilà, grâce à une curiosité. Ce qui est intéressant chez Montaigne, vous le dites, c'est que c'est un auteur pour vivre sa préoccupation, son métier presque, c'est de vivre. Est-ce qu'on peut formuler les choses de cette manière ? Oui, on peut le dire, en sachant que Montaigne, en lui-même, ça n'existe pas plus que vous ou moi, hein, puisque à 12 ans, maintenant, et dans 40 ans, je ne serai pas la même, moi non plus, si j'y suis. Donc, Montaigne, c'est de l'écriture sur 20 ans. 20 ans. Il parle d'un registre de durée. Un registre, c'est-à-dire un enregistrement. Nous sommes dans l'enregistrement, comme là aujourd'hui. Hein. Nous sommes dans l'enregistrement, et il a dicté certainement au départ. Pas toujours, et parfois dicté des choses qu'il avait peut-être déjà écrites. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il a dicté et il a enregistré. Ce livre, les essais, il avait déjà écrit avant. Hein. Il avait déjà publié en tant que traducteur la théologie naturelle de Raymond Sebon. 1 millier de pages, hein, quand même, de traduction hein, du latin au français. Une théologie naturelle. Il a publié ce qu'il lui restait des traductions de son ami La Boétie et des poèmes, en latin et en français. Et ça n'est qu'ensuite, peut-être, hein, vers 72, vers 1572, c'est peut-être là qu'il a commencé à écrire les essais. Au chapitre 8, c'est important pour comprendre que le Montaigne du début n'est pas le Montaigne de la fin, mais que c'est le même livre. C'est ce qui fait qu'on est parfois perdu. Il le sait, les chronologies se bousculent. Il a écrit dans son 8e chapitre du premier livre, donc, de ce qui est devenu le premier livre, mais à mon avis, au début, c'était ça, les essais. Hein, et au centre devait y avoir le discours de la servitude volontaire. De La son Boétie. ami La Boétie. Voilà, qu'il n'avait pas publié, il avait laissé de côté. Et donc voilà, il devait y avoir ça. Et à mon avis, au début, c'était ça, les essais. Puis c'est devenu le livre 1, puis il y a eu un livre 2, puis il y aura plus tard, en 1588, un livre 3. Mais en 1580, édition originale, donc bordelaise, au chapitre 8, qui s'appelle De l'oisiveté, il dit, voilà, j'ai cru que j'allais prendre ma retraite et que ça allait être délicieux, je simplifie, 38 ans, hein, 38 ans, retraite, au milieu des muses, sur le sein des doctes-muses, ou dans le giron plutôt des doctes-muses, si nous c'est les plis, hein, plutôt que les seins. Et dans le giron des doctes-muses, mais finalement, je m'aperçois que si je ne me donne pas un but, si je ne m'oblige pas à penser avec certaines règles, mes pensées se bousculent et c'est des monstres dont j'accouche. Enfin, il faut écrire pour que les choses se calment un peu, vous voyez. Et il dit ça très bien, il dit j'ai décidé, mes pensées, mes fantaisies, mes songeries, j'ai décidé de les mettre en rôle. Et ça, c'est très important, je trouve. Dans le livre, j'essaye de le montrer, qu'on passe à un moment donné de l'image du rotulus, du rouleau, à celle du codex, c'est-à-dire du livre tel qu'on l'entend aujourd'hui et tel qu'on l'a. Au début, donc, enrôler, hein, c'est ça, mettre en rôle. Et il dit, j'écoute à mes rêveries parce que j'ai à les enrôler. C'est un travail qu'il se donne, et au départ, c'est un travail thérapeutique. Alors, vous parlez de cette fameuse tour du Périgord dans laquelle il travaille. C'est un cadre contraint. Il n'écrit
que dans cet environnement-là. Qu'est-ce que cette retraite représente pour lui? Un passage, toujours. Il y est de passage. Voilà, il a fort à faire en Lorraine, à Paris, à Bordeaux, un peu partout, hein. Il est souvent sur les routes, il est souvent à cheval, hein. Voilà, des missions diverses et variées, etc. Et alors, qu'est-ce que ça représente pour lui? D'abord, c'est quelque chose seulement à partir du moment où son père, étant décédé, il a hérité de la seigneurie. Il est le troisième enfant, mais les deux premiers sont morts en bas âge. Il est donc l'aîné. Il a hérité de la seigneurie et en tant que seigneur de Montaigne, il s'est installé là une bibliothèque, une librairie. À la fin de sa vie, il dormira souvent à l'étage inférieur, mais il ne faut pas imaginer qu'il passe sa vie en reclus. Pas du tout, du tout, du tout. Alors il y est de passage. Hein. Il dit d'ailleurs, j'ai une très mauvaise mémoire et quand j'ai besoin d'aller chercher un livre à ma librairie ou de noter quelque chose, etc., eh bien, je suis obligé de me faire accompagner par quelqu'un. Hein, c'est un vadémécum, enfin, viens avec moi, et de façon à ne pas oublier en traversant la course que j'étais venu chercher. Vous voyez, donc il n'est pas là toujours. Quand il est sur ces terres, il est à l'écart. Ben, à l'écart des chemins dangereux, parce qu'elles sont dangereuses, les routes, hein, c'est à ce moment-là. Hein. D'ailleurs, à un moment donné, il sera appréhendé, hein, il sera dévalisé. Elles sont dangereuses. Euh, mais pas seulement à l'écart des fanatismes qui s'affrontent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas engagé, hein, loin de là. Mais voilà, c'est une respiration. Hein, il se retire hein, dans ce lieu. Et quand il est sur place, pourquoi va-t-il dans sa tour? Parce que toute la vie domestique, il est chef d'entreprise. Hein. Au moment des récoltes, il y a une centaine d'ouvriers hein, sur ces terres. Mais c'est quelque chose qui ne lui plaît pas particulièrement. Et pour éviter d'être dérangé, en quelque sorte, il s'isole hein, dans sa tour, en sachant qu'au deuxième étage, lui dit troisième, mais ça revient au même, au deuxième étage de cette tour, avec l'escalier en vis qui est très dur, les gens ne viendront pas, et en particulier, ni peut-être pas sa femme, mais surtout pas sa mère, j'allais dire, et peut-être non plus sa fille. Enfin, c'est son lieu, si vous voulez. Bon, beaucoup de gens, d'hommes en particulier, connaissent ça. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'habite pas au logis, qu'il est étranger à sa famille, pas du tout. Mais c'est un lieu où il a un millier de livres. Et justement, ces livres, il n'est pas tout seul, il est en compagnie des morts qui sont aussi vivants que vous et moi. D'une certaine façon. Oui, oui. Alors, il dit quelque part, me trouvant inutile à ce siècle, hein, je ne sais plus le mot exact, je visite l'autre en quelque sorte. Hein, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que son père, ça doit être vrai, il le dit en tout cas, son père lui a fait apprendre le latin par des voies, on va aller dire naturelles, enfin naturelles, très artificielles en fait, mais sur les conseils de gens qui se réclamaient d'Erasme. Hein. Hein, c'est-à-dire qu'il dit qu'un enfant peut apprendre très très vite hein, une langue étrangère, et en particulier la langue la plus importante, la langue indispensable, non pas l'anglais, mais le latin, mais ça revient au même, on comprend bien pour nous aujourd'hui. Mais pour cela, il faut pas lui faire de la grammaire tout de suite, il faut pas l'obliger à les exercices, et il a donc payé très cher, le père, il avait ce qu'il fallait pour, et il a donc payé un précepteur allemand qui savait pas le français. Alors ça, il faut bien qu'on voit ça. Les paysans du coin ne connaissent pas le français et ne connaissent pas le latin. Montaigne, qui écrivait latin et qui parlait latin tout petit, il s'est mis au français vers 6 ans à peu près, hein, pas avant. Le dénouement de sa langue s'est fait dans la langue latine. Le dénouement, il dit, c'est très joli. Quand il va au collège par la suite, même ses professeurs sont un peu intimidés par sa connaissance du latin, puisqu'il lit beaucoup d'ouvrages en latin. C'est-à-dire il se sent contemporain des latins de Sénèque, par exemple, pour prendre que celui-là, ou Tite-Live ou César, si vous voulez. Il se sent contemporain et il les lit voilà, de façon très simple. Il les étudie d'ailleurs pas, sauf Lucrèce. Lucrèce est très très annoté, hein, très annoté. Oui. Ce que vous dites, c'est que ce qui est intéressant chez Montaigne, c'est qu'au cours de ces 20 années, il évolue, et que dans les sujets d'évolution, il y a notamment son rapport au livre qui évolue. Au début, les livres semblent être là pour faire joli, pour parer sa demeure.
Et puis plus le temps passe, plus il y trouve un vrai plaisir. Oui, alors il dit au début, il aimait les livres pour s'en tapisser et parer. Et c'est vrai que quand on est là-bas et qu'on imagine les livres tout autour de là, on se dit effectivement, tapisser, parer, c'est bien, ça serait bien cela. Je crois que déjà, quand il s'installe, c'est déjà différent. Quand il s'installe en 71, 72, quand il installe sa librairie, hein, je dis toujours librairie, c'est bibliothèque, hein, il faut bien comprendre, hein. Il est au milieu de ses livres et il y a une espèce de confort de lecture. Il dit que ses livres viennent en se courbant tout autour de lui. Enfin, vous voyez, c'est pas tout autour, c'est un demi-cercle ou un trois quarts de cercle. Mais il y a un confort de lecture. Ça a été un lecteur boulimique, certainement. Moi, je ne crois pas qu'on devienne écrivain si on n'a pas beaucoup lu quand on était très jeune. Et son livre à lui, Les Essais, vous en parlez comme d'un enfant qui grandit d'une façon qui n'était pas nécessairement prévue, un chapitre va s'ajouter à l'autre, des annotations vont venir compléter. Et il y a un rapport de l'auteur à son livre dans un jeu de miroir. C'est à la fois Montaigne qui écrit le livre et le livre qui façonne Montaigne. Tout à fait, tout à fait. Il dit, cette phrase qui est souvent déformée, « Je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre m'a fait, et non pas ne m'a fait, parce que ça voudrait dire autrement que ni l'un ni l'autre n'a rien fait, que l'un et l'autre n'ont rien fait. Mais je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre m'a fait. » C'est-à-dire que livre consubstantiel à son auteur, hein, c'est ça le grand mot, consubstantiel étant un mot de la philosophie, mais aussi de la théologie d'ailleurs. Et donc, vous avez là le rapport de Montaigne à son livre. Mais c'est progressivement qu'il a découvert ça. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur le début d'une écriture thérapeutique et qui calme, il est parfois plusieurs mois, plusieurs années. Hein, quand il est par exemple maire de Bordeaux pendant 4 ans, il a été renouvelé, c'est tous les 2 ans. Hein. Pendant ce temps-là, il n'écrit pas. Vous voyez, il a souvent plus à faire. Ce qui est important pour lui, c'est l'action. S'il peut être utile, c'est ça qui est important. S'il peut converser avec des gens réels, c'est ça qui est important. Si la Boétie avait avait vécu comme lui, c'était à lui d'écrire des essais. C'est lui qui aurait dû se lancer là-dedans. Et Montaigne lui aurait écrit des lettres, vous voyez. C'est ce qu'il dit, lui, en tout cas. Sans la mort de la Boétie, on n'a pas ce livre. Il y a cette blessure au cœur du livre de l'absence du texte de la Boétie qui devait y figurer dans le projet initial. Pense-t-on, en tout cas moi je le crois, oui. Et qui n'y est plus, qui n'y est pas. Et qui n'est plus, et qui a été remplacé in extremis en 80 par des poèmes de la Boétie qui vont être supprimés par la suite sur l'exemplaire de Bordeaux, j'entre pas dans le détail là, mais qui vont être supprimés dans l'édition posthume, on va dire donc, et les éditeurs successifs mettent ça m'intéresse beaucoup, la matérialité des choses, mettent des astérisques. 5, 3, puis 1, etc. Enfin, il y en a, pendant toutes les éditions du Vivant de Montaigne, il y a là des astérisques. Il commence en disant « Mais oyons parler ce garçon de... » Alors, il avait d'abord mis 18 ans, puis il a corrigé, ce garçon de 16 ans. Hein, et voilà, une béance, il n'y a plus rien. Et il n'y aura plus rien jusqu'au bout. Et il le laisse, ça. Et nous sommes au chapitre central, en principe, le chapitre de l'amitié servant de préface, en quelque sorte, à cette nouvelle édition. Mais au lieu que le texte de la Boétie soit après une préface, là, il est encerclé, il est en quelque sorte phagocyté. C'est très curieux. Moi, c'est une image que j'emploie. C'est comme si le texte de Montaigne avait fini par bouffer, je le dis exprès, celui de la Boétie. Vous voyez, peu à peu. Peu à peu. Ça s'appelle peut-être faire son deuil, ça, pour reprendre une expression à la mode. Encore que lui n'a pas du tout envie qu'il en soit ainsi, et qu'il lui arrive même à un moment donné, quand il est en Italie, il est en train d'écrire à M. Dossa, le cardinal Dossa, et d'un seul coup, il pense à la Boétie, et il dit « Ce pansement m'a fait grand mal ». Vous voyez il ne croyait pas avoir encore ces sentiments vraiment de détresse qu'il a à ce moment-là.
Montaigne, c'est quelqu'un qu'on présente souvent, vous savez, souriant, intelligent, cynique, sceptique, tout ce que vous voulez, un sourire voltairien, très supérieur. C'est quelqu'un que moi je vois comme... c'est quelqu'un qui a quelque chose à faire avec ses propres sentiments et qui essaye de les, on va dire, les gérer comme il peut. Hein. Et Voilà. quelle est la place du je, la place du moi qu'il utilise? Et ça, c'est assez inédit. Oui, oui, de le faire de cette façon, mais se rappeler que c'est d'abord un des 7 sages de la Grèce, puis c'est écrit sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes, et repris par Socrate, connais-toi toi-même. Bon, si je veux juger des choses, des gens, des idées, des partis politiques, de tout, faut-il encore que je sache si mon instrument de mesure est bon? On pourrait croire qu'il y a là un narcissisme, mais non, moi je crois que c'est une affaire de méthode. Et je crois qu'au fur et à mesure que les essais s'écrivent, hein, et de façon étrange, c'est pas un livre construit, hein, vous avez parfois des chapitres d'une demi-page. Et puis un autre, 150, 200 pages. Enfin, vous voyez, c'est un peu comme des rouleaux hein, qui ont été allongés, hein, ou comme des fichiers d'ordinateur. Et c'est quelque chose qui est fait comme ça. Je reviens donc au moi et au je. Montaigne dit combien de fois ce n'est plus moi lorsqu'il regarde, dit-il, des portraits, des vrais portraits qui sont faits de lui en peinture de 20 ans en 20 ans. Hein. Il en a 3 ou 4 qu'il a regardé et dit combien de fois ce n'est plus moi. Alors évidemment, la question est celle du rapport entre ce je et ce moi. Ce moi qui change tout le temps. Et que fait le je? Je est un sujet et c'est un acte d'énonciation. Lorsque Montaigne dit je, écrit je, ce qu'il ne fait pas au début, hein, ceci est un livre de bonne foi, lecteur, il t'avertit que je. Il y a déjà une médiation, c'est le livre. Le livre, ça oui. Le livre d'ailleurs change lui-même, d'ailleurs tout le temps, hein, mais quand même là il y a quelque chose, il y a une solidité. Le jeu, on ne sait pas trop, mais quand même il est là pour coudre les différents mois qui se sont succédés. Il se trouve que ce jeu-là, il évolue aussi, il change aussi. Hein. C'est assez difficile de se connaître. Au fond, c'est impossible. Si, peut-être il remarque chez lui des permanences. Il y a des choses, il dit par exemple, il m'a toujours semblé que. Donc là, il y a quelque chose qui est assez solide. Jamais une pensée qui soit pour toujours, une théorie, mais quelque chose qui a été éprouvé, qui semble, c'est très important, qui semble assez solide. On n'est pas dans le nihilisme. On est dans la mesure. On est dans la modération. Ce jeu reste oui. modeste quand on l'écoute. Et puis aussi dans une forme de prudence. Par exemple, il dit, c'est cette phrase qu'on peut dire soit « je ne bouge » ou « je maintiens » et qui vient, vous l'expliquez, du jeu de paume. Oui, alors ça c'est tout à fait important. Lui-même en parle d'ailleurs. Hein. Je soutiens, comme on dit, au jeu de paume. Hein. Et il faut bien voir que c'est un jeu extrêmement important à l'époque. Hein. C'est ce qui a le plus couru. Même dans une gravure de Saint-Barthélemy que j'ai en tête, vous voyez à l'arrière-plan le roi qui est en train de jouer au même moment au jeu de paume. Hein. Vous voyez, c'est très important. Et son frère est mort d'ailleurs d'une balle qu'il a reçue dans l'œil ou à la tête. Alors, au jeu de paume, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le mot des pyrrhoniens, des sceptiques pyrrhoniens, qu'il a fait graver sur un jeton, et non pas une médaille, un jeton hein, de compte. Il en reste un, épéco. C'est le mot clé qui résume tous les mantras, on va dire, qui empêchent de penser tranquillement. Épéco, ça veut dire je soutiens, je ne bouge. Mais lui-même, par la suite, il va dire non, ça ne va pas, il faudrait une interrogation. Que sais-je? Ça devient que sais-je. Hein. Mais que sais-je? C'est valable pour tout. Que sais-je de moi d'ailleurs? Que sais-je? Est-ce que je crois? Est-ce que je doute aussi? Parce que ça, c'est pas si simple cette affaire. Hein. Mais que sais-je?
c'est ainsi qu'il finira par traduire, par donner un équivalent des pécos, c'est pas une traduction. La traduction, c'est je soutiens, je ne bouge, et soutenir, c'est ne pas bouger, aller ni à droite ni à gauche au moment où l'adversaire va engager le service. Au tennis, on comprendrait ça tout de suite, hein. C'est-à-dire qu'on se balance d'un côté et d'autre, mais on va attendre le rebond pour savoir de quel côté il faut aller. Mais ça veut dire qu'on est prêt à agir. Ça ne veut pas dire je m'abstiens, comme on dit toujours. C'est pas quelqu'un qui s'abstient à Montaigne. Il dit c'est une trahison, et c'est indigne de ne pas prendre position dans une guerre civile. Et lui, il est confronté. Il est confronté. Les essais, c'est sur fond de guerre civile. Tragédie longue. Hein, et il meurt sans avoir vu la fin de la 8e. Sans qu'Henri de Navarre soit devenu Henri IV encore. Hein. Ce qu'il appelle, il a travaillé à ça, hein, et à la conversion d'Henri de Navarre, par l'intermédiaire de sa maîtresse, qui était Madame de Gramont, hein, la belle Corisande d'Andoin, qui avait beaucoup d'influence. Et on a des lettres de 2 ambassadeurs, anglais et espagnols, qui disent « Oh, attention, ce Montaigne, il travaille pour la conversion du roi. » Enfin, attention, pour l'ambassadeur d'Angleterre, hein, entendons-nous. Il travaille pour la conversion d'Henri de Navarre, qui était l'héritier présomptif d'Henri III, qui n'avait pas d'enfant. Hein, voilà. La religion, c'est un sujet sur lequel Montaigne a évolué. Alors, c'est lui-même qui nous dit qu'il a évolué. Alors, d'abord, est-ce qu'on peut savoir quelque chose de la foi de Montaigne dans les essais ? Oui, mais pas autre chose que ce qu'il en dit, c'est-à-dire qu'il est catholique, apostolique, qu'il est dans la même religion que celle de son enfance, quoi. Comme il est né, il mourra. Il dit lui-même que quand il était jeune, il a été intéressé par la Réforme. Mais que ce qui l'intéressait dans la Réforme, c'était pas tellement théologique au fond. C'était ce qu'il y avait d'aventureux là-dedans. Il était jeune, il y avait un risque à prendre. Et donc ça lui plaisait bien. Et puis que depuis, il a compris que tous les articles sur lesquels il revenait, il a essayé d'examiner les choses par lui-même. Il s'est aperçu qu'il s'était trompé, dit-il, hein, voilà, et que des articles de foi qui lui paraissaient pas importants, etc., l'étaient en fait. Ce qu'il dit, c'est que il y a des gens qui croient croire. Il s'exprime mieux que ça, hein. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que croire. Il ne dit pas que lui, il croit d'une foi vive, mais il fait la différence entre ce qu'on appelle la croyance, la créance, et la foi vive. La foi vive, il semble qu'ils ne la connaissent pas. Mais il sait ce que c'est. Il l'a vu chez d'autres gens, il a fréquenté, il a vu des moines, hein, des capucins peut-être, feuillants sans aucun doute, et il a vu que ces gens-là vivent de façon extrêmement austère, c'est pas pour lui. Lui, d'abord, il n'est pas prêtre. Il n'est pas clerc. C'est un gentilhomme, en plus. Et il ne doit pas vivre comme un moine. C'est une chose qui est reprochée à Henri III. Henri III, contrairement à ce qu'on dit en général, Henri III, une des choses qu'on lui reprochait le plus, c'est de faire le moine. C'est son excès de religiosité. Alors ça me paraît très important de le dire. On a chez Montaigne le mot laïque. Il dit qu'il écrit d'une façon laïque, non cléricale, mais très religieuse toujours. Ça me paraît très important de le dire, parce qu'à mon avis, on fait un contresens si on pense laïque comme le... Alors, c'est la distinction d'avec clérical, c'est pas le contraire, c'est pas anticlérical, c'est non clérical. On ne parle pas de la même façon quand on est prêtre, et les prêtres ne parlent pas assez, les théologiens, les prêtres, les prédicateurs, ne parlent pas assez en termes divins. Ils devraient s'en tenir à leur moitié du mystère. Et c'est aux humanistes, le mot est pour la première fois aussi chez Montaigne dans ce sens, c'est aux humanistes de s'occuper de l'aspect humain. Hein, si on reprend la question de l'incarnation, on voit bien ce que ça peut signifier. Parce que c'est l'homme qui croit et qui prie. Ce qui l'intéresse, c'est l'homme croyant et l'homme priant, y compris le chrétien. Mais il n'entre pas dans les querelles, surtout pas dans les querelles théologiennes. C'est ce qui crée des massacres. Il est parfaitement capable de le faire. On sait par son secrétaire, quand il était en Italie, qu'il cherchait d'abord tout le temps à parler avec des théologiens du lieu où il passait. Il aime ça parler de théologie.
hein. Et on sait que, par exemple, à Isny, en Suisse, il parle de l'ubiquisme, c'est-à-dire des différentes formes de présence de Jésus, de Jésus-Christ, hein, dans l'Eucharistie ou au milieu d'un petit groupe qui prie, hein, ou alors au ciel, ou etc. Vous voyez. Donc il est versé dans ces, plus qu'il ne le dit, mais il n'a pas à l'écrire. Il n'est pas prêtre. Et je crois que s'il n'a pas eu de problème, aussi, ça faut le dire aussi, parce qu'il n'en a pas eu, on lui a fait des remarques à Rome, mais on lui a dit de ne pas tenir compte de la censure qui avait été faite. Donc voilà, hein, même qu'il fallait qu'il change le mot fortune, ça revenait un peu trop souvent, ça fait un peu trop païen, il faut mettre un peu de providence plutôt, mais bon, il le fait pas, mais il utilisera quand même le mot providence à un moment donné, et pas n'importe, bon, je n'ai pas le temps d'en parler là, mais voilà, c'est dans le livre. Sur les sujets, pour un lecteur contemporain, il y Voilà. a certaines phrases qui semblent très pertinentes, très actuelles. Par exemple, je pense à certaines phrases sur les femmes et cette notion de consentement dont lui-même parle par moment. C'est étonnant quand même. Je suis content que ça vous ait intéressé, ça, parce que, oui, il dit, pour que tout le monde comprenne, on aime un corps sans âme quand on aime un corps sans son consentement et sans son désir. Je trouve que ça dépasse très nettement la notion un peu bête de consentement, qui est insuffisante. Voilà, c'est mon avis. L'autre chose, c'est les femmes n'ont pas tort du tout quand elles refusent les règles qui régissent le monde, parce que ce sont les hommes qui les ont faites sans elles. Et j'en ai une autre aussi. Elles offriraient volontiers d'aller au palais de justice gagner de l'argent, et à la guerre de la réputation, plutôt que d'avoir au milieu de l'oisiveté et des délices à sauvegarder leur chasteté. C'est pas mal, ça. Hein. Mais tout à fait. Je trouve que ça peut parler à des gens d'aujourd'hui, ça, voilà, pour ce qui est. Alors, quand même, il dit, hein, parfois, il a des propos misogynes, hein, de la misogynie d'époque, mais si on veut conclure sur ce qu'il dit sur les hommes et les femmes, on se vaut, hein. Les uns et les autres, hommes et femmes. Nous sommes presque en tout injustes juges de leurs actions, comme elles sont des nôtres. À méditer aussi, ça. C'est dans un jeu de vis-à-vis. Il y a aussi quelques passages sur les animaux. Vous avez fait un bestiaire de Montaigne. Et pour lui, l'homme qui est mauvais avec les animaux est cruel. C'est l'une des pires travers, des vices de l'homme, la cruauté. C'est quelque chose qu'il ne supporte pas. En effet. Alors, dans un petit livre que j'avais fait, une alphabet, vers en 2003 ou quelque chose comme ça. J'ai repris, j'ai tenu à faire cette liste. J'aime bien les listes, hein, cette liste de bêtes que j'ai ramassées, que j'ai recueillies, que j'ai collectées dans les essais. Il y en a un certain nombre. Je ne sais plus combien, mais il y en a beaucoup. Et c'est un vrai zoo. Hein. Et il dit, à propos des animaux, voilà ce qu'il dit, que c'est un général devoir d'humanité, que nous avons un général devoir d'humanité, non envers les bêtes seulement, mais envers les arbres même et les plantes. Et il dit cette chose assez étrange, difficile à comprendre, il faudra que je revoie ça de plus près encore, c'est qu'il y a une forme de devoir réciproque, mutuel entre les animaux et nous. Un devoir de fraternité, en quelque sorte. Alors, je ne sais pas s'il connaissait ce qu'on pouvait dire de François d'Assise, je ne sais pas. Hein, mais cette idée d'une fraternité, oui, je trouve qu'elle est assez intéressante aussi. Et alors, par exemple, la grande chose, c'est qu'il dit, quand je joue avec ma chatte, lequel joue des deux, lequel s'amuse de l'autre. Et il dit, ce que je remarque, c'est qu'elle a sa façon de commencer et de continuer, comme moi. Quand elle veut plus, elle veut plus. Quand elle veut, elle veut. Et moi, c'est pareil. Voilà, différence du chien qui, lui fait fête tous les jours, enfin, quand il revient à chaque fois, hein, et content de le voir. Bon, j'aime bien cet aspect de Montaigne. Il y a un autre aspect qui revient souvent, c'est celui de la santé. Montaigne vit dans la compagnie des morts, mais il se préoccupe aussi de la santé des vivants. Alors, il s'occupe, il se prend comme sujet d'expérience, hein, et donc il fait l'expérience d'une médecine, d'une connaissance de soi, l'idée qu'il a, et il n'y tient pas jusqu'au bout. Il dit que s'il se trouve en difficulté extrême, il sera très content de voir un médecin. Mais en gros, chacun sait comment se conduire dans la vie pour conserver sa santé, sauf
quand il y a une maladie, une pandémie, une peste, je ne sais pas moi, ces choses-là. Quand vous êtes atteint là, à ce moment-là, même les médecins parfois ne peuvent rien faire. Mais il va pas tourner le dos à la médecine, hein, et aux médecins. D'ailleurs, il les apprécie comme des personnes. Mais bon, il est très attentif à lui-même. Il a essayé des recettes bizarres parce qu'il est malade, lui. Il est malade comme son père. Il a la maladie de la pierre, comme beaucoup avaient à l'époque, hein, ce qui fait qu'il a des grosses difficultés pour uriner. Il a des colites néphrétiques, etc. Et ils en parlent comme quelque chose d'extrêmement douloureux. Et il s'interroge d'ailleurs. Il dit comment ça se fait que mes frères ont ça et que mon père avait la même chose. Alors donc il y a quelque chose qui entre lui et moi, etc. J'aimerais bien que la science m'explique ça, dit-il. Le corps a son importance dans la maladie, mais comme dans l'amour aussi, qui est très présent dans ces Alors textes. le corps est extrêmement important, et c'est pour ça que bien sûr qu'on peut lire, et peut-être faut-il commencer par là, lire Montaigne dans une adaptation ou une traduction, et en tout cas pas dans la langue de l'époque, en tout cas pas avec l'orthographe de l'époque, ni la ponctuation de l'époque. Mais c'est pas suffisant parce que à un moment donné, il faut quand même, on perd quand même le suc de ce style avec parfois un peu de vulgarité, mais très rarement, qui est une vulgarité pour nous, hein, pas pour l'époque, hein, attention, mais qui est métaphorique et qui utilise beaucoup, beaucoup le corps. Hein. Quand il dit, par exemple, qu'il faut qu'un enfant, par exemple, ça va dans le sens de votre question sur la modernité, hein, qu'il dit qu'un enfant, il faut voir s'il a changé la forme de ce qu'on lui avait appris. Parce que s'il n'a pas changé la forme, il n'a pas assimilé. Il n'a pas digéré. Il n'a pas cuit ce qu'on lui avait donné à cuire. Voilà les mots qu'il utilise, vous voyez, c'est une digestion. De la même façon, il dit pour un enfant qu'on ne cesse de criailler à nos oreilles. À l'époque, hein, dans les collèges, c'était souvent ça, avec le fouet, etc., etc. Mais que l'enfant, il faut d'abord voir ce qu'il est capable de faire par lui-même et suivre l'enfant. Et surtout, le laisser parler et pas monopoliser la parole, pardon. Et vous avez enseigné Montaigne à vos élèves? Alors, est-ce que j'ai enseigné Montaigne? Alors, j'étais professeur dans des lycées, du collège aussi, d'ailleurs, un petit peu, pas beaucoup. Et j'aimais enseigner tout autre chose que Montaigne. Si vous voulez, Montaigne, c'était objet de recherche, et bien sûr, un peu. Bien sûr, un petit peu, hein, je fais pas. Mais quand j'étais chargé de cours à l'université, je l'ai fait quelques années, là, c'était uniquement Montaigne. Hein. Bon, j'ai eu l'occasion des colloques, des cours d'agrégation, des choses comme ça. Mais en lycée, écoutez, il y a Rimbaud, il y a Baudelaire, il y a Balzac, il y a Flaubert, il y a tellement. Il y a le surréalisme, pour moi, c'est important. Il y a Michaud. Et dans cette polyphonie, quelle est la voix singulière de Montaigne, vous qui avez été attentif à d'autres auteurs? Je savais que les questions difficiles viendraient à la fin. Alors, alors là, vous me demandez un jugement singulière pour moi, on a bien compris, c'est une histoire personnelle. Mais quelle est la voix singulière de Montaigne? Je ne saurais pas répondre à cette question, je ne sais pas. Vous n'êtes pas obligé. Je ne sais pas. Je sais qu'il m'arrive parfois de trouver que chez Montaigne, il me manque des descriptions. Alors, vous voyez, la place singulière, je vous réponds complètement à côté. Je vous dis ce qui me manque chez Montaigne et qui fait que je lis autre chose. Ça serait ça. Ça serait les paysages, les descriptions. Et puis la poésie, quoi qu'il ait. Alors, il a un grand sens de la poésie, lui. Hein. C'est ce qu'il dit, en tout cas. Et puis c'est truffé de lui qui est contre le pédantisme, en quelque sorte, on pourrait dire, bah, c'est quoi? Il n'arrête pas de citer des vers latins et des vers grecs, etc. Et il avait une petite connaissance du grec, quoi qu'il en dise. Il l'écrivait, c'est une chose que j'ai établie, ça. Hein. Il écrive très bien, une très belle main grecque. Il dit que la poésie ne doit pas être médiocre. Il a écrit des vers quand il était jeune, il les achetait, en latin évidemment à l'époque. Hein. Il aurait pu être en français, puisqu'il y a Ronsard quand même, etc., qu'il apprécie beaucoup. Mais il dit que la poésie n'est pas faite pour exercer le jugement. Alors c'est ça qui l'intéresse, tester. Il ne cherche pas à exercer son jugement, à le tester,
Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui subsiste pendant 20 ans? Qu'est-ce qui subsiste pas, en gros, hein? Voilà. Qu'est-ce qui bouge pas? Voilà. C'est pour ça, 20 ans. Hein. Mais la poésie, il dit, j'aime la poésie qui ravit et ravage. Vous voyez? Alors, quand on regarde les vers latins, les vers grecs, moi je saute dessus à pieds joints. Hein. J'ai beau être latiniste, je ne suis pas au point où le sont certains aujourd'hui, hein, sans problème, mais où l'étaient en tout cas ceux à qui il s'adressait, puisqu'il ne traduit pas. Ça c'est important, il ne traduit pas le latin, il traduit le grec. Il ne traduit pas l'italien non plus. Par conséquent, les gens auxquels il s'adresse sont de la moyenne région. Ce n'est pas des savants, mais c'est des gens quand même assez capables de comprendre le bilinguisme. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas trop pris en considération aujourd'hui. Alors pourquoi a-t-il voulu charger, comme il dit, d'édition en édition? Les choses sont assez simples, hein, à la demande des éditeurs. Hein. À la demande d'un éditeur. Un éditeur, il y a un privilège qui court sur un nombre d'années. Hein, et si vous voulez de nouveau éditer ce livre, il faut qu'il soit complété. Il faut qu'il y ait des ajouts, etc. Et Montaigne dit, si je m'eusse cru, hein, ou si je m'étais cru, j'eusse écrit tout fin seul. Seul. C'est-à-dire sans les citations. Sans rien. Disons même pas que ça, je le prends à Plutarque ou que je le prends à César. À partir du moment où je l'aurais écrit, c'est à moi. Au fond, là, il y a un échec de Montaigne, mais qui est dû à son époque. Hein, c'est qu'il aurait bien aimé ne pas avoir à citer, à faire étalage de culture, on va dire. Hein, voilà. Et il y a un mot qui revient souvent dans votre livre, qui se trouve dans quelques textes de Montaigne aussi, c'est le mot désir. Est-ce que pour vous, cette tension-là est importante pour rentrer dans sa dynamique? Ah oui, je pense, mais je ne saurais pas vous dire. Parce qu'il y a le sien, il y a le mien, il y a le vôtre, il y a le désir de Dieu. Dieu est objet de désir, sinon c'est quoi? Même si le désir, chez Montaigne, n'oublie jamais d'être corporel. Hein. Attention, hein. Voilà, je ne vais pas l'envoyer au ciel tout de suite. Hein. Le mot désir. Probablement, le trouve-t-on chez Montaigne ici ou là, je le pense, mais il est probable que ce soit là un peu ma subjectivité. Là. C'est bien possible, vous voyez, tellement ce mot est important pour moi. Et pour finir, quelle question vous posez-vous encore sur Montaigne? Quel point aimeriez-vous éclaircir dans les années qui viennent? Alors, je suis en train de travailler sur les encres de Montaigne, analyse des encres avec une chercheuse du CNRS. C'est pas de la chimie, hein, c'est de la fluorescence X, une grosse machine, etc. C'est pas invasif, on prend une lettre et on voit s'il y a un maximum de zinc ou de fer, s'il y a d'autres métaux, etc. De face sur l'exemplaire de Bordeaux, c'est-à-dire l'édition parisienne de 1588, qui a été par Montaigne annoté, corrigé d'abord, puis annoté, puis s'en est servi comme exemplaire de travail. Et là, c'est à Bordeaux. C'est précieux à un point, c'est la chose la plus précieuse ça appartient à l'État, mais c'est en dépôt à Bordeaux. Et donc, j'ai eu plusieurs fois la chance de travailler dessus directement. Hein. Donc ça, je vais maintenir ça jusqu'au bout, parce que je suis obstiné. Autrement, pour répondre à votre question, ce que j'aimerais encore éclaircir chez Montaigne, c'est peut-être pas chez Montaigne que j'ai envie de l'éclaircir, vu mon âge, c'est en moi. Je reviens au point de départ, c'est qu'est-ce que Montaigne peut m'apporter comme à l'âge de 15 ans, vous voyez, maintenant. Et je pense qu'il dit des choses tout à fait intéressantes pour, allez, on va utiliser le mot dans un sens très, 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 très large, hein, en étendant la notion, mais pour les fins de vie, hein, vous voyez. Et en particulier, tiens, je vais vous dire ça, ça va vous étonner peut-être. Il dit à un moment donné, à propos du suicide, « Dieu nous donne assez de permission quand il nous met en tel état que le vivre nous est pire que le mourir. C'est faiblesse de céder aux maux, mais c'est folie de les nourrir. » Voilà quelque chose pour notre époque aussi. Mais il dit à un autre endroit, « C'est un trait de bonté singulière de conserver la vieillesse si on sent que cet office est doux, agréable et profitable à quelqu'un qu'on aime. »
Voilà. J'ai envie de prendre maintenant ce qui m'a intéressé chez Montaigne et d'en faire de nouveau ma substance et non plus un objet d'étude. Voilà. Eh bien, un grand merci Alain Legros. Je rappelle le titre de votre livre aux éditions Albin Michel, Montaigne en 80 jours. C'est donc une succession de chapitres qu'on peut lire de façon un peu décousue pour rentrer dans l'œuvre de Montaigne. Vous nous proposez néanmoins quelques menus choisis pour lire ce livre. Un grand merci et à bientôt. Merci.